Bonjour à tous. Alors, je crois que je suis le premier intervenant de la matinée à ne pas être juriste, donc j'espère que vous me pardonnerez quelques approximations dans les textes que je pourrais être amené à citer. Mais l'idée de ma présentation, c'est de faire peut-être un tour d'horizon des pressions qui existent sur les espaces agricoles et naturels, et de voir comment les collectivités peuvent agir. Alors, positivement ou négativement, mais on va essayer de retenir le positif pour contribuer à les préserver. Donc peut-être avant de rentrer dans le détail, quelques éléments sur les grandes tendances. Parce que quand on parle de foncier agricole, on a souvent la vision immédiate du besoin de foncier qu'on va avoir pour tel ou tel projet, mais c'est quelques chiffres qui permettent de poser le débat et les enjeux. 1950, la France comptait 40 millions d'habitants, 35 millions d'hectares de surface agricole. Donc en gros, chaque Français avait un petit peu moins de 1 hectare pour se nourrir. 2023, 68 millions d'habitants, 27 millions d'hectares agricoles, on est passé à 4000 m² par agriculteur. Il faut l'avoir en tête parce qu'on se retrouve dans un contexte aujourd'hui de raréfaction du foncier agricole, et c'est un contexte en fait dont on doit fortement se préoccuper. Toute l'évolution que l'on a pu constater sur les 70 dernières années, finalement, de réduction des surfaces agricoles, eh bien, on a continué à pouvoir nourrir et exporter parce qu'on avait un fort gain en termes de rendement agricole. Là, vous avez une courbe pour la production annuelle de blé tendre en France, mais on aurait la même si on faisait une autre production. Et donc, on voit bien que depuis 1950, on a une forte progression des rendements. Sauf que, petite alerte qui commence à s'installer, depuis une dizaine d'années, les rendements sont stables, voire baissent un peu. Ça veut dire que le progrès technique, aujourd'hui, ne parvient plus à compenser les effets, et notamment ceux du changement climatique, avec des projections. Alors, je vous ai mis une carte qui montre la façon dont le climat devrait évoluer dans les décennies qui viennent. Donc on imagine bien que ça aura aussi un impact sur les rendements, et on peut se préoccuper du fait que les progrès techniques ne permettront peut-être pas de compenser cet impact. Autre moyen que l'on a eu pour arriver à continuer à nous nourrir, eh bien, c'est une augmentation des importations. Alors le graphique vous montre l'excédent français en termes de production alimentaire, sauf que si on enlève tout ce qui relève des vins et spiritueux, on s'aperçoit, et c'est la courbe bleue que vous avez à l'écran, qu'en fait on est d'abord on est déficitaire sur les productions qui sont plutôt alimentaires. Donc on a en fait pallié à cette baisse de surface ces deux alternatives, une augmentation des rendements et puis des importations un peu accrues, avec tous les problèmes de souveraineté que ça peut poser. Et si on se projette encore sur l'agriculture de demain que l'on souhaite, mais si on veut tendre vers l'agroécologie, ça veut dire qu'on va un peu moins utiliser les intrants, on va basculer sur des modes de production qui vont être par exemple l'agriculture biologique, eh bien on voit aussi, et c'est ce que vous avez à l'écran, le fait que quand une parcelle en conventionnel bascule en agriculture biologique, on a une baisse des rendements. Elle est plus ou moins marquée selon les productions. Mais ça veut dire que pour nourrir 100 habitants, si on décidait que toute la ferme France serait bio, mais il faudrait trouver 30-40% de surface agricole en plus, ou alors convertir des productions vers par exemple, la production céréalière plutôt qu'animale. Donc on voit bien que si on veut répondre à tous les enjeux, on a un foncier agricole qui est extrêmement précieux, et d'autant qu'on demande au foncier agricole d'assurer la fonction nourricière. Et si on regarde les projections de population au niveau mondial, on est encore dans une tendance à la hausse. Alors la France monte un peu moins que certains pays, mais malgré tout, on sait qu'on aura plus d'habitants dans les décennies qui viennent. Et puis on demande aux fonciers agricoles d'assurer de nouvelles activités, de nouvelles productions. Ça va être la production d'énergie, mais j'en parlerai un peu après. Et ça va être des besoins pour l'industrie qui vont être croissants, toujours dans une logique de décarbonation de nos activités. Et donc on voit bien que non seulement le foncier agricole est plus rare, non seulement on peut avoir des rendements qui vont s'étioler, mais en plus on va demander plus aux agriculteurs, plus aux espaces. Donc on a une équation qui n'est pas très simple à équilibrer. Alors si on regarde ce qui pèse sur le foncier agricole aujourd'hui, je vous ai mis en exergue quelques éléments qui nous paraissent les plus saillants, mais évidemment on ne sera pas exhaustif. On a par exemple la question de la préservation de la ressource en eau et la façon dont les choses se passent et les collectivités peuvent agir. Alors je vais aller très vite sur l'aspect réglementaire, ça a été très bien présenté par une précédente intervenante. Simplement les collectivités sur les questions de ressources en eau en lien avec le foncier, eh bien, elles ont schématiquement 3 moyens d'action. Le premier, c'est le réglementaire, ça a été dit ce matin, les périmètres rapprochés, immédiats, éloignés de captage. Le deuxième, c'est de l'animation territoriale. Ça peut être de mobiliser des outils et des acteurs pour faire en sorte qu'on accompagne les évolutions de l'agriculture sans la contraindre. Et puis, il y a le volet de la maîtrise foncière, et notamment, ça a été évoqué ce matin, des outils comme un droit de préemption dédié à la préservation des aires d'alimentation de captage, qui est un outil qui a largement été évoqué, mais pour lequel on a, nous, quelques interrogations sur l'efficacité effective.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est ici. Ça a été présenté ce matin très bien et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc je vais aller directement à l'essentiel. Simplement pour vous dire que ce droit de préemption captage dont les collectivités peuvent se doter, eh bien, ça va conduire à ce qu'elles puissent, en théorie, maîtriser des biens. Et ces biens-là, soit elles vont les conserver dans leur patrimoine et les mettre à bail rural environnemental, soit elles vont décider de les revendre et de mobiliser l'outil ORE qui a été évoqué et qui permet d'engager l'agriculteur qui va exploiter les parcelles à respecter des pratiques qui viseront à améliorer la qualité de l'eau. Sauf que, alors ce droit de préemption, les chiffres ne sont pas forcément exhaustifs. Entre guillemets, ça commence un peu doucement dans sa mise en place, mais ça commence doucement parce qu'il fallait d'abord définir les aires d'alimentation de captage. Donc là, on était en captage prioritaire. Il y a eu des plans d'action qui ont fait que le travail était partiellement fait. Ailleurs, il a fallu le faire aboutir. Donc la tendance que l'on a depuis que le droit est activé, c'est quelques périmètres qui l'ont mis en place. Il est très probable que dans les années à venir, le travail technique étant abouti, on aura une multiplication de ces demandes. Sauf qu'un droit de préemption, on peut s'interroger sur son efficacité. Et ça a été dit ce matin, ce droit de préemption captage, il est calqué exactement sur le droit de préemption de la SAFER. C'est les mêmes parcelles qui peuvent être préemptées, c'est les mêmes exemptions qui s'y appliquent. Et donc on a fait un travail un peu d'analyse en se disant, mais si ce droit de préemption avait été créé il y a 20 ans et que la collectivité avait préempté toutes les ventes sur le périmètre de captage concerné, enfin le périmètre de préemption concerné, qu'est-ce qu'on aurait maîtrisé et sous quel délai ? Et donc, c'est entre guillemets assez facile à faire pour nous, puisqu'on reprend toutes les ventes dont la SAFER a eu connaissance, puis on regarde ce qu'on aurait pu préempter à 100%. Et donc, les chiffres, vous les avez. Alors, on a étudié une trentaine de périmètres de captage répartis sur toute la France, de tailles différentes, d'orientations techniques agricoles différentes. Et concrètement, si une collectivité se contentait d'utiliser pour maîtriser le foncier et agir que du droit de préemption, eh bien, là où il y a une forte mobilité foncière, il faudrait 68 ans pour maîtriser un périmètre. Mais on a des périmètres où il ne se passe rien. Et donc, si on se contente de préempter, on va jusqu'à 4000 ans. On voit bien qu'on est sur des pas de temps qui ne sont pas ceux qu'on doit régler à court terme. Et quand on regarde une médiane, on s'aperçoit que globalement, si on se limite à la préemption, il faut 300 ans pour maîtriser les périmètres de captage. Donc cet outil-là, il est intéressant, mais il n'est pas suffisant. Et là, alors, je m'autorise un peu de tropisme, étant isérois, je vous donne un exemple de Grenoble. Désolé pour les Bretons, je n'ai pas ciblé la Bretagne. Mais là, c'est un périmètre de captage où on a concilié un peu de préemption. Alors, le droit de préemption de captage n'était pas activé, c'était de la préemption SAFER. De l'animation foncière, qui a mobilisé Chambre d'agriculture, gestionnaire de captage, profession agricole et SAFER. Et là, on voit que ce travail d'animation, en 2 ans, on a maîtrisé un tiers des surfaces et les surfaces les plus sensibles. Donc on voit bien que ces outils qui sont donnés à la collectivité, ils ne fonctionnent que s'ils s'inscrivent dans des partenariats. Deuxième sujet qui peut impacter le potentiel agricole, c'est la question de l'artificialisation. C'est un sujet, je vous ai projeté deux graphiques. Le premier graphique, c'est l'artificialisation, la diminution des espaces naturels agricoles et forestiers observés par le CEREMA, donc il le fait à partir des fichiers du cadastre, et qui observe que depuis des années, on est sur une vingtaine de milliers d'hectares de fonciers agricoles et naturels qui disparaissent pour partir vers l'artificialisation. La tendance est plutôt vertueuse quand on regarde ce qui se passait en 2011, mais on voit qu'on est arrivé à un palier, et possiblement, alors on espère que l'effet de la loi ZAN se traduira dans les chiffres, mais on voit qu'on a du mal à descendre à une consommation plus économe du foncier. Le graphique que vous avez, qui est en grisé à l'écran, là on est sur les données qui sont issues de ce que les notaires adressent aux SAFER au titre de leur droit de préemption et de leur obligation de transparence. C'est intéressant parce que ce n'est pas une vision exhaustive du marché de l'artificialisation, mais on a un temps d'avance sur ce qui va se passer au niveau du cadastre. Le CEREMA, une parcelle est agricole, cadastrée en terre ou en pré, en année N, elle est cadastrée en sol l'année suivante, on considère qu'elle a été artificialisée. Mais il faut que le sol soit construit, donc on est vraiment au moment où la parcelle est bâtie et où la fiscalité bâtie est perçue. Dans le cas de la SAFER, on a une vente qui est projetée, possiblement à un aménageur, à une collectivité. Et donc, au bout de quelques années, si la vente a lieu, elle va donner lieu à une construction. Et donc, on a un petit temps d'avance sur les tendances que l'on observe. Ce que l'on observe depuis 2 ans, c'est une très forte diminution du marché de l'artificialisation. Alors, si on est optimiste et qu'on voit la bouteille à moitié pleine, on se dit qu'on a enfin une loi efficace, qui est la loi qui porte sur le ZAN, et qui nous permet une artificialisation beaucoup mieux maîtrisée. Bon, si on est un peu plus pessimiste, on se dit que le contexte immobilier, la crise, l'inflation a fait que pas mal de chantiers se sont arrêtés, principalement parce que les coûts n'étaient plus supportables. Donc je pense que la vérité est entre les deux, mais possiblement que le contexte de crise a beaucoup pesé. Cette artificialisation, elle a une répartition qui est
très variable au niveau national. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, alors plus le territoire est rouge, plus il est concerné. On voit bien que cette artificialisation, elle concerne les couronnes périurbaines. Donc les secteurs qui sont en fort développement sont ceux qui se développent le plus. Les zones frontalières, les zones littorales, et c'est des secteurs où on a beaucoup de population et des enjeux d'alimentation de proximité. Donc on voit bien qu'on a un enjeu important. Et quand on parle de 20 000 hectares, ça paraît très abstrait. Et de manière très concrète, alors ça nous paraît intéressant d'illustrer de manière très pratique à quoi ça représente, parce qu'on a un peu du mal à s'imaginer ce que ça représente. 20 000 hectares qui diminuent annuellement, c'est en gros une exploitation agricole française par jour. Je m'autorise quelques approximations de surface. Et de manière très concrète, eh bien, un hectare de foncier agricole, si vous êtes en culture céréalière, c'est schématiquement 20 000 baguettes. Donc de manière très concrète, ça veut dire que quand on perd 20 000 hectares, on perd un vrai potentiel nourricier au niveau national. Alors comment les collectivités peuvent agir? Ça a été dit ce matin, je ne m'y attarde pas trop. Par la planification, évidemment, avec les différents niveaux qui existent. Elles peuvent aussi agir avec des outils dédiés. Alors là, c'est un travail qu'on a fait avec Terres en Ville. Et les outils dédiés, ça va être la zone agricole protégée. Donc c'est une disposition qui permet d'affirmer le caractère agricole d'une zone de manière plus solide que ce que permet un plan local d'urbanisme, avec un classement un déclassement qui nécessite une décision de niveau préfectoral. Donc c'est déjà une robustesse qui est supérieure à ce qu'on peut vivre au niveau simplement communal. Sauf que les ZAP en France, on en a répertorié un peu moins d'une centaine pour 60 000 hectares. Donc on voit bien qu'à proportion des surfaces agricoles, ça reste assez marginal. Et puis un deuxième outil qui, lui, est plus récent, qui date de 2005, alors qui est le PEN, le PENAP, le PEAN, le PANDA. Alors selon les territoires, il n'a pas le même nom, mais c'est la même loi qui s'applique. Et donc en l'espèce, au niveau national, on a 23 PEN qui ont été créés. Et pour environ 120 000 hectares. Donc là, on a un outil de protection qui a un double avantage. Le premier, c'est qu'il est très robuste. La modification d'un périmètre, c'est de compétence nationale, ministérielle. Et puis, il a aussi un avantage, c'est qu'il s'appuie sur un plan d'action qui fait que les collectivités, avec la profession agricole, peuvent dans ces périmètres conduire des actions pour le développement agricole et des sujets alimentaires notamment. Mais là encore, ça reste assez marginal au regard des surfaces globales concernées. Autre sujet qui impacte les espaces agricoles, le phénomène qu'on appelle la consommation masquée. Cette consommation masquée, alors on l'appelle masquée simplement parce que l'artificialisation, on la connaît, on la mesure. Les travaux du CEREMA sont largement diffusés. La consommation masquée, c'est toutes les acquisitions qui sont faites au fil de l'eau par des non-agriculteurs et qui conduisent à ce que le foncier qui était un foncier agricole productif quitte la sphère productive vers d'autres usages. Alors il peut y avoir des usages réversibles, c'est l'exemple que vous avez en bas à gauche de l'écran avec la famille qui achète un bout de terrain pour mettre le cheval et puis la parcelle va rester agricole et dans quelques années on peut espérer qu'elle retrouve un usage agricole. Puis il y a des choses qui sont bien plus impactantes et plus durables. On a notamment tout ce qui est construction et aménagement illicite en zone agricole, les phénomènes qu'on qualifie par endroit de cabanisation, voire le stockage de matériaux et puis toutes les dérives qui sont induites. Et ce phénomène-là, en fait, on sentait que, notamment à l'issue du cycle Covid, il y avait un phénomène qui semblait prendre de l'ampleur et on l'a mesuré. Donc la mesure, on l'a fait en traitant les notifications de vente que les SAFER reçoivent des notaires et on a trié, on a appliqué des filtres. Et donc on a constaté, quand on a mesuré ce phénomène, eh bien qu'on avait un phénomène qui, entre guillemets, s'aggravait. Donc on voit bien que la période Covid a fait que les gens ont eu envie de nature. Ceux qui pouvaient s'acheter une maison à la campagne se sont achetés une maison à la campagne. Ceux qui ne pouvaient pas s'acheter une maison sont reportés sur des parcelles agricoles ou naturelles. Et que quand on cumule les surfaces que ça représente, eh bien vous le voyez, en 2015 on était sur 20 000 hectares. En 2021 on est monté quasiment à 45 000 hectares. Donc c'est un phénomène qui est plus insidieux parce qu'on ne le mesure pas, mais qui pour autant est impactant pour l'agriculture, puisque c'est autant de surface qu'en retrait, c'est du mitage et c'est des difficultés d'exploitation. Les régions, alors je vais passer vite leur avance, mais sont concernées de manière variable. Et vous avez la carte de France qui illustre bien là où le phénomène est prégnant. Et ce phénomène-là, en fait, il est facilité. Alors, il est freiné par la présence du statut du fermage. On le voit bien dans la partie nord-est de la France. Là, on a une culture du fermage avec des preneurs en place. Bien, les achats de loisirs sont plus compliqués puisqu'il faut convaincre le propriétaire de vendre, il faut convaincre le fermier de se retirer. On sait très bien que le statut du fermage protège l'exploitant. On a aussi la structuration de la ferme France. Quand vous avez du foncier très bien structuré, des parcelles de grande taille, elles se défendent bien l'agriculture. Quand vous êtes dans la France bocagère de la façade ouest de la France, on voit bien que c'est plus facile d'aller acheter une ferme avec 1 ou 2 hectares de terrain et qu'on multiplie ça par 10, 20, 100, 1000 acquisitions. Les surfaces sont importantes. Puis on voit bien toute la pression que l'attractivité des territoires. Vous êtes sur la façade ouest de la Bretagne avec la petite population qu'on connaît, les bords de la Méditerranée. Là où il y a une forte pression et une forte attractivité, on retrouve évidemment un phénomène marqué.
Donc là, les collectivités, elles peuvent agir, elles peuvent faire de l'action, d'animation et de veille foncière avec la SAFER. Elles peuvent utiliser les outils de planification que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, eh bien, elles peuvent nous accompagner, nous, SAFER, dans la transmission des biens. Puisque les biens transmis, il y a un cahier des charges. Et donc, on se met à l'abri de dérives, au moins pendant les 10 ans ou 15 ans qui suivent la vente. Autre sujet qui monte et qui impacte les espaces agricoles, et là où encore les collectivités peuvent avoir un rôle, le développement des ENR. Quelques chiffres, mais je vois que l'heure avançant, je vais aller à l'essentiel. Les ENR, on a des objectifs de décarbonation de notre mix énergétique qui passent par un fort développement des énergies renouvelables. Vous avez les chiffres à l'écran. Ce fort développement, il s'appuie sur le photovoltaïque, alors avec l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque compatible avec une activité agricole. Et là, quand on regarde les objectifs de production que l'on a à horizon 2050 et qu'on essaie de les traduire en surface, eh bien, on voit que le développement du photovoltaïque, c'est de l'ordre de 75 à 100 000 hectares. Alors les fourchettes sont assez variables selon le type d'installation que l'on a, mais on est quand même sur des surfaces qui ne sont pas neutres. D'autant qu'à ça, il faudra rajouter tous les postes sources à créer, et puis il faudra rajouter tous les réseaux à créer. Donc on a un impact surfacique qui peut être assez important. Alors si c'est l'agrivoltaïsme, on a maintenu une activité agricole, mais malgré tout, on a une petite perte de production qui est autorisée. Et puis deuxième sujet qui a un impact, alors c'est pas forcément direct sur les surfaces agricoles, mais sur les productions agricoles alimentaires, c'est la méthanisation. Les chiffres 2023, c'est 14 TWh produits par les méthaniseurs. En France, on en a 1400 et pour l'essentiel alimentés par l'agriculture. L'objectif 2050, c'est de quasiment doubler la production. Donc on voit bien qu'on aura un besoin de biomasse qui sera très conséquent et qui va là encore avoir un impact sur les productions alimentaires. Donc là, comment les collectivités peuvent agir? Leur principale porte d'entrée, c'est la loi APER qui leur a donné l'outil, à travers notamment les cartes qu'elles doivent établir avec les zones d'interdiction, les zones d'accélération. Et donc elles peuvent aussi agir pour orienter le développement des ENR, ne pas l'autoriser à certains endroits et le faciliter à d'autres. Et c'est une prise qu'elles peuvent avoir sur ces sujets-là. Dernier sujet qui a un impact sur les espaces agricoles, c'est la question des compensations environnementales, parmi ceux qu'on fait remonter. Donc vous connaissez tous la séquence éviter, réduire, compenser. Un aménageur a un projet, il fait une étude d'impact, le projet détruit un milieu naturel, une espèce naturelle. Il a une obligation d'abord d'éviter l'impact, de le limiter, et puis à défaut de pouvoir supprimer cet impact, il y a une obligation de compensation. Et la loi va un peu au-delà, puisqu'elle demande à ce qu'il y ait à minima la compensation, mais aussi un gain de biodiversité. Et donc on a deux façons de répondre à ces objectifs de compensation. La compensation à la demande, de manière très simple, vous avez un aménageur qui a prévu de développer une zone d'activité, on a une zone humide sur cette zone d'activité, et bien l'aménageur va aller chercher du foncier à restaurer pour répondre aux obligations. Et puis on a alors ce qui n'est pas une nouveauté parce que le dispositif existait mais il était resté confidentiel, mais qui est la compensation par l'offre avec les SNCRR qui viennent remplacer les SNC, où là en fait on anticipe de la restauration environnementale et ça permet de générer des unités de compensation qu'on va pouvoir mettre à disposition, céder à un aménageur qui aura besoin de compenser. Mais toujours est-il que ces compensations, elles ont un impact foncier. Alors les règles pour calculer les surfaces entre un hectare impacté et puis la surface à trouver pour compenser, il n'y a pas de cadre juridique qui les préétablit, c'est des méthodes et des pratiques. Alors vous avez deux exemples de méthodes, je ne rentrerai pas dans le détail, mais si on prend l'exemple des zones humides, ça peut être assez flagrant sur l'impact agricole. Un projet impacte un hectare de zone humide. Si on applique la méthode que vous avez à l'écran, alors si on n'est pas en zone Natura 2000, il va falloir trouver 3 hectares pour compenser, ce qui veut dire que globalement, un projet d'1 hectare qui se fait en extension urbaine sur l'agricole, eh bien, il va falloir trouver des solutions sur 3 hectares de foncier supplémentaires. Donc on voit bien la pression que ça génère sur l'activité agricole. Et bien, comment les collectivités peuvent agir? Là encore, on retrouve le stade de la planification, en évitant au maximum l'étalement urbain, et en évitant évidemment les zones agricoles sensibles, et puis en anticipant mieux les projets. Et un autre sujet, c'est en faisant en sorte que les mesures compensatoires qu'on met en place, elles s'intègrent pleinement aux filières agricoles. Si on est dans une région céréalière, imaginez transformer des cultures céréalières en production herbagère, ça marche si on a des éleveurs. Si on n'a pas d'activité d'élevage, on ne sait pas trop quoi faire de la production, donc ça devient compliqué et donc impactant pour l'agriculture. Alors, pour terminer mon propos, quelques éléments sur la façon dont les collectivités acquièrent du foncier. Là, vous avez une slide qui présente l'ensemble des ventes qui ont été adressées à la SAFER au titre de l'année 2023. Et avec une carte qui vous donne la répartition et notamment l'intensité des marchés agricoles. Donc on constatera que la Bretagne est un marché très actif au niveau agricole, mais on a d'autres régions qui le sont également. 400 000 ventes par an, environ 700 000 hectares, en tout cas pour 2023, pour un montant de 36 milliards d'euros. Les collectivités, comment elles agissent sur ce marché?
D'abord par de la veille foncière. Elles travaillent avec la SAFER pour mettre en place un suivi des ventes et elles peuvent intervenir notamment pour éviter les détournements d'usage. Vous avez les chiffres en France, on a quasiment une commune sur deux qui a une veille foncière avec la SAFER, avec des situations variables d'un territoire à l'autre. On a des périmètres, on est quasiment à la totalité des communes qui sont organisées avec la SAFER pour préempter. Et de manière très concrète, ça va se traduire par des préemptions qu'on va exercer. Donc là, je vous donne quelques éléments sur les préemptions en révision de prix. On voit bien tout le travail qu'a la SAFER Île-de-France avec sa région, et notamment pour toutes les problématiques de détournement d'usage et de cabanisation. Vous voyez la densité de préemption qui ont pu être exercées. Mais on retrouve ces éléments-là dans les zones littorales, les zones insulaires, et je n'ai pas zoomé sur les territoires ultramarins, mais on voit aussi qu'on est sur des secteurs où la pression est forte et où ce partenariat SAFER-collectivité permet d'agir. Les collectivités, elles sont aussi à acheter du foncier agricole. Donc là, vous avez depuis 2015 l'ensemble des surfaces acquises par les collectivités et le nombre de surfaces acquises. Et on vous a mis par catégorie les grands acteurs des collectivités. Vous le voyez, le principal intervenant sur le foncier rural, c'est la commune. On est très largement au-dessus en nombre d'acquisitions et en surface. Bon, ça paraît impressionnant, sauf que quand vous prenez 300 000 hectares divisé par 30 000 communes, divisé par 10 ans, on est sur des rythmes d'acquisition qui restent malgré tout assez modestes sur le marché agricole. Ensuite, on va retrouver les intercommunalités. Ça a été dit ce matin avec des questions de compétences, GEMAPI notamment, des compétences, quand elles ont la gestion de l'eau déléguée par la commune, elles peuvent aussi intervenir. Soit le font directement, soit le font à travers des syndicats dédiés. Vous avez les syndicats des eaux, les syndicats de rivières. Et puis un dernier acteur qui est présent sur le marché de manière un peu significative, ce sont les départements qui vont intervenir soit pour la voirie, soit au titre de la politique ENS, quand elles ont souhaité le mettre en place. Et donc on le voit à travers les chiffres. Si on regarde maintenant sur l'année 2023, quelle a été l'acquisition par les collectivités, 16 000 hectares, donc à mettre au regard des quasiment 700 000 hectares de marché, on voit que c'est une part assez marginale, et sur des milieux très variés, donc ça peut être des terres et prés, ça peut être de la forêt, ça peut être des landes, de l'environnement, donc une diversité d'acquisitions et d'interventions qui répond en fait à une multiplicité d'objectifs. Et quand on essaie de lister quels sont les objectifs des collectivités qui acquièrent du foncier, on a des fois des sujets qui se chevauchent. On peut avoir des enjeux de développement local, on peut avoir des enjeux forestiers. Des communes veulent se doter d'une forêt communale, elles vont acheter une forêt où elles ont besoin de compenser. On va avoir des sujets environnementaux, et là on va trouver la thématique captage, ENS, compensation, mais on aurait aussi l'enjeu GEMAPI, risque naturel. Et puis on a un enjeu agricole, ça a été dit ce matin également, avec des collectivités qui peuvent se positionner soit pour se comporter en bailleur, donc maîtriser un périmètre en jeu et le mettre à disposition d'agriculteurs, soit pour accompagner la création d'espaces tests, sur des surfaces plus marginales, mais c'est quand même des choses que l'on connaît. Et puis on peut avoir alors quelques cas de régie communale où je n'ai pas de connaissance de régie intercommunale, mais peut-être que vous avez des exemples. Et souvent on a des sujets qui se superposent. Quand la collectivité intervient sur un périmètre de captage, souvent elle le fait avec l'idée de le mettre à disposition d'un projet agricole et de concilier durabilité du captage et de la production. Donc des choses très variées. Je vous remercie. Merci, monsieur Agresti.